Alors ce sera la dernière séance du cycle sur la biodiversité et nous avons donc une clôture avec le docteur François Bonhomme qui est directeur de recherche classe exceptionnelle au CNRS, qui est par ailleurs dans sa formation est normalien et un normalien très brillant. Je crois qu'il était premier ou deuxième, un truc comme ça, mais qui va nous parler de comment on fabrique une espèce, combien de temps il faut, comment ça se passe. Et cette notion fondamentale, qu'est-ce que c'est qu'une espèce? Et c'est pas d'où on vient et où on va, c'est qu'est-ce qui se passe scientifiquement, comment on peut définir ce qui se passe pour que des espèces apparaissent et que des espèces disparaissent. Est-ce que c'est naturel, puisqu'on parle de nature? Est-ce que c'est normal? Quel pas de temps, quelle échelle et quelle diversité? Donc François est un scientifique de très très haut niveau qui travaille à l'ISEM, l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier, qui est un des bastions avec le CEF, le Centre d'écologie fonctionnelle, qui est un des bastions scientifiques de l'écologie en France. Et d'ailleurs, beaucoup des jeunes qui sont formés ici essaiment dans d'autres laboratoires français qui se créent progressivement à Paris, à Lille, à Rennes, un peu partout, et qui construisent leur vivier à partir des scientifiques qui ont été formés ici. À un moment donné, ça va devenir une compétition entre ces différents territoires, mais n'oublions pas que la science, elle est mondiale, et c'est vraiment quelque chose qui est constitutif au monde scientifique. La science, elle est mondiale et elle appartient à tout le monde. Et c'est notre liberté d'êtres humains de savoir ce qu'on en fait, et comment on la pense, comment on la voit, et comment elle est un espoir et une contrainte, parce que c'est un métier difficile. Donc, merci. Combien de temps faut-il pour fabriquer une espèce? Bonne conférence, François. Merci Anne-Yvonne. Alors d'abord, je risque peut-être de doucher certains de vos optimismes, parce que, voilà, c'est pas si facile que ça de faire une espèce. Et je précise tout de suite que j'aurais dû mettre dans le titre « Combien de temps faut-il pour qu'une espèce se fasse dans la nature ?» Parce que je ne vais évidemment pas parler de la fabrication d'espèces par clonage ou ressusciter des mammouths ou des choses comme ça. D'ailleurs, c'est tellement loin de mes propres convictions que je n'ai même pas pensé qu'il pouvait y avoir un doute sur l'interprétation du titre. Eh bien, bon, tant pis. Ceux qui viennent pour apprendre, se tenir au courant des recettes d'apprentis sorciers en seront pour leur argent, encore une fois. Donc, nous allons parler de ce qui se passe dans la nature. Alors, biodiversité, etc. Pourquoi l'espèce? Parce qu'évidemment, l'espèce, c'est un thème central, absolument central, et ça, depuis longtemps. Alors, je suis désolé si c'est un petit peu flou, mais bon, on a les moyens qu'on peut. Voilà, je ne suis pour rien. Voilà, donc ça fait longtemps que l'humanité se pose la question de l'espèce. Alors, au début, on ne se posait pas la question de la temporalité, je vais y venir, mais il fallait classer, arranger, et pour les gens, c'était évident qu'il y avait des espèces différentes. Une fougère arborescente et un poisson corallien n'appartiennent pas à la même espèce. C'est quelque chose qui est très, très naturel. Donc, très, très vite, on a voulu classifier. Alors, bon, voilà, le premier arbre phylogénétique proposé par Lamarck, phylogénétique au sens d'une généalogie, d'une descendance, parce que cette idée n'était pas évidente. Quand on pensait qu'il fallait 6 jours pour faire toute la création, les espèces, c'était un peu instantané, et l'idée qu'il faut du temps pour les faire, elle est consubstantielle de l'idée qu'elles découlent les unes des autres dans une généalogie. Qui dit généalogie dit transmission, qui dit transmission dit le temps de la transmission, et c'est l'objet de cette présentation. Donc, bon, voilà, très vite, on est arrivé à des représentations qui représentaient la diversité du vivant sous forme d'arbres, sans que, évidemment, on puisse mettre d'échelle temporelle, parce que c'était la chose la plus difficile que les savants du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle auxquels ils devaient se confronter, c'était finalement de parler de l'âge de la Terre et de l'âge de tous ces fossiles qu'on trouvait, et qu'est-ce qui
combien de temps il faut pour faire cet arbre du vivant. Alors maintenant, ça nous semble tout à fait banal. En un clic sur la toile, on passe de ce que moi, quand j'étais au lycée, ce qu'on avait, c'était Bouët-Chanton 1962. Voilà. À l'époque, on ne connaissait rien de l'évolution moléculaire, ou si peu. Voilà, les arbres étaient faits un peu comme ça, sur des données morphologiques de ressemblance. Il y avait déjà beaucoup de pertinence et d'information, mais en quelques dizaines d'années, on est passé à ce que nous voyons à gauche. On a des arbres magnifiques qui relient toutes les créatures du vivant dans un seul et même arbre. Alors, franchement, il y en a pour tout le monde, partout. L'arbre de la vie, c'est quelque chose qui maintenant est absolument banal et classique. Mais à ce stade, l'arbre de la vie, ça englobe beaucoup de choses. Et en fait, les biologistes, depuis très longtemps, ont formalisé des niveaux hiérarchiques pour décrire cette diversité du vivant. Et ces niveaux hiérarchiques, eh bien, ça va depuis, je sais pas moi, les mammifères, les oiseaux, les plantes à fleurs, les conifères, etc. Donc, il y a des classes avec des ordres, enfin, peu importe. Moi, je vais vous parler essentiellement du niveau plus bas. Alors, donc, si on en reste à ces choses assez différentes, on voit bien que ces trois insectes, ce n'est pas la même espèce. On voit bien que ces trois plantes ne sont pas de la même espèce. Pareil pour les oiseaux, pareil pour les poissons, et même pour les primates. C'est une expérience que les gens qui vont dans les eaux, on comprend immédiatement et on sait qu'il n'y a pas d'hybride qui se forme entre ces espèces et que ce sont des bonnes espèces d'un niveau hiérarchique probablement assez différents les uns des autres. Alors là, je ne sais pas dans les détails, mais c'est au moins au niveau du genre, si ce n'est de la famille ou de l'ordre. Par contre, si je vous montre ces trois plantes à fleurs, c'est l'arabette, des variations autour de l'arabette, une petite crucifère blanche, eh bien, vous seriez bien incapable, à l'œil nu, comme ça, de me dire quelle est la différence entre Arabidopsis lyrata, Aleri et Thaliana. Je ne les ai pas choisis au hasard parce que ces plantes-là sont la drosophile des botanistes. Voilà, c'est une plante modèle qui est très étudiée. En fait, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Et on se situe là, au niveau hiérarchique inférieur, celui où les choses se ressemblent tellement que parfois on a du mal à dire ce qui est une espèce ou ce qui en est deux. Et c'est exactement de ça que je vais vous parler. Voilà. Alors, dans l'expérience commune, tout le monde connaît l'histoire du mulet, du bardot. Alors, au passage, une petite remarque pour vous montrer que je ne suis pas sexiste. J'ai pris la nomenclature officielle, mais évidemment, ce n'est pas le cheval et l'âne qui se croisent pour donner le mulet. C'est la jument et l'âne, et le bardot, c'est l'ânesse et les talons. Donc, vous voyez que les noms d'espèces ou de catégories eux-mêmes sont parfois assez sexistes. Vous m'en excuserez, et on comprendra bien que les croisements se font entre un mâle et une femelle. Et tout le monde sait que les deux animaux du bas sont particulièrement robustes, mais qu'ils sont complètement stériles. Et donc, ça ne pose aucun problème à personne de considérer que l'âne et le cheval sont deux espèces séparées. Et en disant ça, on applique instinctivement, sans même y réfléchir, le concept biologique de l'espèce, c'est-à-dire celui de l'interfertilité, ou plutôt son opposé, de l'interstérilité. Donc l'âne et le cheval, vous ne pourrez jamais obtenir rien d'autre que des mules, des mulets, des bardots ou des bardottes, paraît-il qu'on dit bardotte. Enfin bon, point de vue sexisme, je ne sais pas laquelle des deux Brigitte me reprendrait, mais je crois qu'on dit bardotte. Voilà. Donc, voilà. Alors, pour parler de ça, pour le moment, que des généralités, et puis allez, voilà, les espèces. Mais en fait, quand on parle de la genèse de cette diversité
qu'on perçoit sous forme d'espèces, en fait, on mélange deux choses sans le savoir. On mélange, d'une part, ce qui s'appelle la cladogenèse, c'est-à-dire, c'est des mots un peu compliqués, mais l'image, en voilà une image, c'est-à-dire le fait que vous partez d'un ancêtre et puis vous arrivez avec 3 espèces filles. Donc il y a eu séparation de choses qui deviennent des espèces différentes, indépendamment de ce qu'elles sont, point de vue de leur forme. Par exemple, si je prends mes 3 espèces, j'aurais pu d'ailleurs les mettre sur la diapo d'Arabette, là, mes 3 fleurs blanches, ben, j'aurais mis les 3 fleurs blanches en haut et je vous aurais parlé de la cladogénèse, c'est-à-dire l'évolution de nouvelles espèces. Et puis par contre, il y a un autre élément qui est que, souvent en même temps, en général, il y a une évolution progressive de la forme dans une lignée. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'anagenèse. Alors, l'anagenèse, ce n'est pas mon truc, parce que moi, je travaille en tant que chercheur essentiellement sur l'aspect cladogénèse, c'est-à-dire comment on passe de 1 à 2, mais on est quand même bien obligé de dire quelque chose de l'anagenèse, parce qu'au fond, c'est presque ça qui nous plaît le plus à nous autres, c'est-à-dire que cette biodiversité fantastique, cette myriade de formes, de couleurs, d'adaptations, au fond, c'est ça qu'on aimerait expliquer, c'est ça qui nous importe. Et ben, je vais vous en dire 2 mots, mais je ne vous donnerai pas grand-chose sur les mécanismes. Alors, donc, ben, voilà, des exemples classiques de lignées anagénétiques. Donc voilà, par exemple, la lignée qui conduit aux cétacés. Alors, à chaque fois que je peux, je vais vous parler de temporalité. C'est le but de cette conférence. Et c'est une recherche, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est totalement légitime. Et c'est bien d'avoir une idée du temps qu'il faut pour observer ce qu'on observe. C'est exactement ça. Et donc, la lignée qui conduit aux cétacés, eh bien, on est passé d'un petit animal coureur, là, en haut, Pachycétus, qui devait ressembler à un tapir et qui courait au bord des grèves et puis qui devait patauger dans l'eau. Et petit à petit, il s'est adapté au milieu marin. Et environ en 15 millions d'années, on a déjà un mammifère marin avec 4 pattes parfaitement aquatiques. Et puis, évidemment, au bout de 40 millions d'années, on avait des bestioles qui avaient, avec des membres qui avaient régressé, qui passaient toute leur vie entièrement dans l'eau, etc. Donc, voilà une évolution, un exemple d'évolution anagénétique. Retenez que ça ne se fait pas en un clin d'œil. Il faut quand même pas mal de temps pour passer du haut au bas. Alors, des exemples comme ça, on en a un certain nombre. Voilà, par exemple, à peu près dans la même période de temps, depuis l'Éocène, il y a 55 millions d'années, on est passé d'une espèce de petite bestiole qui courait dans les sous-bois avec 4 doigts au cheval, enfin, moderne. Alors, ces chevaux modernes, il y a un genre qui est le genre Equus, représenté à droite, et ce genre contient les zèbres et les chevaux notamment. Et vous voyez sur cette image de morphing qu'il n'y a pas grand-chose, un tout petit peu de choses comme ça, apparemment, dans l'apparence, petite différenciation dans la couleur du pelage. Ben, cette évolution, elle a quand même pris à peu près 4 millions d'années, hein, voilà, depuis l'ancêtre commun de tout ça. Donc pour fixer un peu les idées, c'est pas 50 000 ans, c'est 4 millions d'années. Voilà, alors il y a un exemple très connu, à tout seigneur, tout honneur, que j'étais quasiment obligé de vous présenter, c'est les fameux pinsons de Darwin, parce que Darwin, lors de son voyage sur le Beagle, était allé aux îles Galapagos et il s'était aperçu que sur les différentes îles, il y avait une famille de pinsons qui différaient tous par leur écologie, la forme du bec, etc. Et comme il était probable que ces pinsons soient arrivés aux Galapagos sous forme d'une arrivée unique, ça voulait dire qu'ils s'étaient différenciés sur chaque île avec des écologies, des morphologies différentes. Et là encore, donc c'est une radiation adaptative, voilà. Donc ça fait partie des premières choses qu'avait exposé Darwin. Et là encore, la temporalité de cette évolution, c'est de l'ordre de 3 millions d'années. Voilà, donc c'est pour fixer un peu les idées. Alors,
c'est plus rapide que les 55 millions d'années dont je vous parle pour les cétacés, mais c'est quand même 3 millions d'années. Alors, il y a des choses qui vont beaucoup plus vite. En particulier, la littérature est pleine d'histoires de diversification extrêmement rapide des cyclidés, des grands lacs africains. Ça fait le bonheur des aquariophilistes. Et il y a des essaims d'espèces, des groupes d'espèces dans les grands lacs africains qui ont littéralement explosé et en un temps relativement record. Et par exemple, ici, j'ai pointé le lac Victoria dans cet arbre phylogénétique, et vous voyez que le chaînon terminal du lac Victoria, là, est tout petit en termes d'épaisseur temporelle, et les auteurs qui ont travaillé dessus expliquent qu'en environ une fourchette de temps entre 150 000 et 15 000 ans, on a eu apparemment 500 espèces, je mets des gros guillemets, morphologiques et qui sont dans le lac Victoria. Alors une petite parenthèse, les biologistes aiment bien se disputer sur la notion d'espèce. Donc c'est valorisant pour les gens qui font ces publications de dire qu'il y a 500 espèces. Pour moi, vous allez le comprendre, je pense qu'il y en a 2 ou 3 maximum et que ces espèces, ces formes sont certes différenciées, mais elles ne sont pas du tout stables. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'hybridation qui se produit. Les aquariophilistes le savent très bien. Et d'ailleurs, dans le lac Victoria, il y a un phénomène qui se produit à l'heure actuelle, qui est que les eaux deviennent turbides par une surpêche et une arrivée de plancton, etc. Et du fait de la turbidité, certains de ces poissons, avec des couleurs très différentes, n'arrivent plus à se reconnaître les uns les autres. Ils s'hybrident et des soi-disant espèces disparaissent de ce fait-là. Donc pour moi, c'est pas du très solide, ces espèces. Donc voilà. Et puis, dans les champions toutes catégories de l'évolution rapide, eh bien nos amis les chiens, depuis le loup, c'est environ 10 000 ans. Alors là, vous êtes bien d'accord, ce n'est pas des espèces. Hein. D'ailleurs, c'est un exemple finalement de l'anagénèse sans cladogénèse, puisqu'elles sont toutes plus ou moins interfertiles. Même s'il commence à y avoir des petits problèmes, voilà un chihuahua et un Saint-Bernard, je vous laisse imaginer le sens du croisement qui marche moins bien que l'autre. Voilà, je n'en dis pas plus. Mais bon, en gros, quand même, en 10 000 ans, on peut faire évoluer, on peut voir évoluer la morphologie de manière très rapide. Alors là, j'en profite pour planter une banderille. Qu'est-ce qui a permis à ces races de chiens d'évoluer? C'est sûrement pas la sélection naturelle et leur adaptation à l'environnement. C'est bien l'homme qui a relâché toutes les contraintes qui pèsent sur un canidé sauvage, un mammifère sauvage. On leur donne à manger, on contrôle leur reproduction, etc. Donc à ce moment-là, l'évolution morphologique, elle peut être divergente et très rapide. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait pour la plupart des espèces agricoles. Mais si vous mettiez ces bestioles dans la nature, imaginez une grande île, par exemple l'Australie, où vous mettez 5 ou 6 races de chiens, vous les laissez, où il n'y a pas trop de prédateurs, vous les laissez évoluer. Au bout de quelques centaines d'années, ils vont s'être croisés et on va être retourné vers un phénotype qui ressemble au loup. Et ce phénotype qui existe en Australie s'appelle le dingo. Donc, si vous voulez, la nature est extrêmement conservatrice. Et grâce à l'action de l'homme, ou à cause, je ne sais pas ce qu'il faut dire, on peut voir un potentiel d'évolution morphologique très fort, mais dans la nature, ça ne se produit pas. Tout simplement pas. Ou alors, c'est les cyclidés des lacs africains, c'est un petit peu exceptionnel et ce n'est pas du tout stable dans le temps. Alors, à côté de cette évolution morphologique plus ou moins rapide, eh bien, évidemment, il y a des cas où on a une conservation morphologique extraordinaire. Alors, en langage courant, c'est les fossiles vivants. Bon, ce n'est pas des fossiles vivants, mais enfin, c'était vulgarisé comme ça. Voici un cas très connu dans tous les livres, c'est celui du crabe fer à cheval ou la limule. Vous avez une forme à gauche, une forme du Jurassique, il y a 150 millions d'années, dans les calcaires de Bavière à Zollernhofen, là, qui est les mêmes qui ont livré les Archéoptérix, etc.
Et puis, vous avez un crabe actuel des côtes américaines. Il y a actuellement 5 espèces de cette famille-là qui existent encore. Et donc, on voit qu'au cours de l'évolution, certaines lignées, peut-être très, très, très conservatrices morphologiquement parlant, évidemment, à tout seigneur, tout honneur, le sélacanthe, je ne pouvais pas ne pas vous le montrer. Là aussi, 150 millions d'années de conservation morphologique apparente. Donc, l'anagénèse, donc en fait, il y a un découplage, c'est ça le message, entre l'évolution de la forme et le nombre des espèces différentes qui se forment. Donc, l'anagénèse et la cladogénèse sont deux choses vraiment différentes. J'espère vous en avoir convaincu. Alors, et la génomique dans tout ça et la cladogénèse. Bon, eh bien, il se trouve que j'ai accepté de faire cette présentation ce soir parce que pour moi, c'est non pas un testament, mais c'est un peu un retour en arrière parce qu'il y a presque 20 ans, j'avais fait une conférence grand public sur exactement le même sujet, mais c'était avant la génomique. C'est-à-dire que c'était avant tout ce qu'on sait maintenant sur les génomes avec toutes les possibilités qu'on a. On était capable, certes, d'avoir des séquences de protéines, de séquencer des petits bouts d'ADN. D'ailleurs, je salue ici le professeur Janteur, dans le laboratoire duquel les premiers bouts d'ADN pour obtenir des phylogénies que j'ai pu faire séquencer sont faits dans son laboratoire il y a maintenant 30 ans ou plus, et on en était là. Et donc, si j'ai l'occasion, je ferai un petit bilan de ce que ces 15 ou 20 années de techniques modernes et de nouvelles informations ont apporté au problème de l'espèce. Alors, génomique, eh bien, il y a le mot génome. Donc, on m'a dit, c'est de la vulgarisation, niveau lycée. Donc, alors voilà, maintenant, dans les programmes de seconde, on fait une description de ce que c'est qu'un génome. Donc, très rapidement, je rappelle que eh bien, dans notre organisme, il y a des molécules d'ADN qui sont organisées dans des chromosomes et que ces molécules sont celles qui contiennent les gènes, qui codent en quelque sorte pour l'information qui nous fait. Et voici quelques chiffres. Il y a quelques dizaines de millions de... Alors, l'ADN, c'est 4 lettres A, T, G, C, adénine, thymine, guanine, cytosine. Et il y a comme ça quelques dizaines de millions de ces lettres qu'on appelle les nucléotides qui constituent le génome des bactéries. Notre génome à nous, c'est 3 milliards de lettres comme ça, les unes derrière les autres. Certaines plantes et certains amphibiens ont des génomes absolument énormes, 100 fois plus. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que quelle que soit la taille apparente du génome en termes de quantité d'ADN, le nombre de gènes, quelques dizaines de milliers, est à peu près constant dans toutes les espèces, sauf des espèces parasites extrêmement réduites et modifiées. Et donc chez l'homme, c'est un chiffre comme ça, on considère que sur 3 milliards de paires de bases, il y en a environ seulement 1,5% qui codent directement pour l'hémoglobine, la couleur des yeux, le poil, machin, etc. Le reste, c'est un peu du remplissage qui certes peut avoir des fonctions, mais voilà, c'est donc une grosse molécule toute molle en double hélice qui est dans les chromosomes. Et cette molécule, il lui arrive de muter. Pour le moment, ça nous suffira parce que nous, on va bénéficier de ces mutations pour analyser la façon dont les espèces divergent, en étudiant, en comparant les mutations qu'il y a dans la population A et dans la population B, pour essayer de comprendre comment, au cours du temps, se fait cette divergence et qu'est-ce qu'elle veut dire. Alors, il y a 20 ans, enfin c'était 18 exactement, j'avais choisi comme exemple les souris domestiques et sauvages, parce que je travaillais sur les souris à l'époque. Et c'était, avec la drosophile, les souris, c'était les espèces modèles sur lesquelles on pouvait travailler facilement, parce qu'on était pauvres, on n'avait pas beaucoup de moyens, c'était difficile d'obtenir des bouts de séquences d'ADN, tout était compliqué.
Et maintenant, on peut travailler sur quasiment n'importe quoi. Vous pouvez prendre une punaise de lit, un poisson, un pou de vigne, n'importe quoi, et on peut en analyser son génome. Alors, si on n'a pas de chance et qu'on tombe sur un arbre où il y a 11 milliards, où il y a 100 milliards de paires de bases, bon, on ne va pas s'en sortir, c'est trop gros, mais il se trouve qu'on est souvent dans des tailles raisonnables et on peut travailler avec. Donc, c'est ce que nous filme dans mon laboratoire depuis 25 ans environ. Et je vais vous parler d'un poisson, ma foi, fort délicieux, qu'on appelle le loup par chez nous et qu'on appelle le bar dans l'Atlantique. Enfin bon, il y a une partie de l'Atlantique où on l'appelle loubine, donc ils ne sont pas si mauvais que ça. Et ce loup, voilà. Alors... il se trouve que, justement, une thèse vient d'être soutenue dans notre laboratoire, et je vais vous montrer certains résultats issus de cette thèse, et que la jeune doctorante est dans cette salle, donc je la salue. Donc c'est du tout frais, et vous allez comprendre pourquoi cette espèce emblématique est un très bel objet, très bon sujet pour finalement illustrer mon propos, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand des populations divergent au point de devenir éventuellement des espèces séparées. Alors, que se passe-t-il pour cette espèce ? Eh bien, vous voyez ici en bleu, il y a des populations atlantiques et en vert des populations méditerranéennes. Et il se trouve qu'elles se rencontrent là, dans la mer d'Alboran, au niveau où il y a des eaux atlantiques et méditerranéennes qui s'affrontent les unes aux autres. Et c'est l'endroit où les poissons des deux types se rencontrent. Alors, ces poissons des deux types, à l'œil nu, on ne les différencie pas. Hein. Même les bons pêcheurs, parfois, de temps en temps, ils nous disent « Oh, celui-là, oh, bon. » Mais pas évident. Hein. En tout cas, moi, je ne sais pas. Voilà. Par contre, je sais regarder leur génétique. Et quand on analyse leur génome, alors on revient au génome de tout à l'heure, on prend quelques dizaines de milliers, centaines de milliers de points le long de ce milliard de paires de bases, et on regarde si l'individu lambda, il est A, T, G ou C, etc. Et on regarde ça dans l'Atlantique, dans la Méditerranée, et puis on en fait une représentation graphique, et vous voyez en bleu ceux de l'Atlantique, en rouge ceux de la Méditerranée, et puis là, vous voyez en gris les individus d'une autre espèce, parce qu'il y a une espèce proche qui s'appelle le loup moucheté ou bar ponctué. Et puis également, en bleu pâle, voilà une série d'individus qui ont été prélevés dans cette mer d'Alboran, là, je ne sais plus où est mon pointeur de souris, voilà, des individus prélevés dans cette zone-là, et on voit que, naturellement, il se produit quelques hybrides. Je pense que c'est évident pour vous que les points bleu clair sont des hybrides entre les rouges et les bleus. Donc, on voit déjà qu'on a quelque chose. Parce que et que probablement, il y a un problème au niveau de ces hybrides. Parce que si les hybrides étaient entièrement fertiles, n'avaient absolument aucun problème, et que leurs descendants étaient également fertiles sans problème, et que les descendants des descendants étaient tout aussi fertiles que les individus d'origine atlantique ou méditerranéenne, vous laissez ces bestioles-là se croiser pendant 15 000 ans, et si tout le monde est fertile, au bout de 15 000 ans, vous n'avez plus les bleus et les rouges, vous avez tout le monde est rose. Hein. Donc le fait qu'on observe deux blocs avec des hybrides au milieu veut dire qu'il y a un début de problème entre les deux blocs et que les hybrides, nécessairement, ne sont pas aussi fertiles qu'on pourrait l'imaginer, bien qu'on puisse en obtenir en aquaculture. S'ils étaient aussi fertiles que les parents, il n'y aurait pas les Atlantiques et les Méditerranéens. Donc on a mis le doigt, là, sur une situation qui n'est pas celle de l'âne et du cheval, elle est intermédiaire, et c'est précisément ça qui fait qu'elle est particulièrement intéressante. Alors,
je vais en venir à ma génomique. Alors, je suis désolé, on reste au niveau vulgarisation seconde, mais je suis obligé quand même de faire quelques petits trucs, faire un tout petit peu de théorie et de technique. C'est pas grave si vous zappez l'explication, ce qui compte, c'est le résultat. Donc, on a ces poissons, là, et on étudie, ils ont 24 chromosomes, et on étudie les variations le long de leur génome sur ces 24 chromosomes. Et on va représenter, on va comparer l'Atlantique et la Méditerranée. Quand ils seront entièrement différents, ça vaudra 1. Quand ils sont entièrement identiques, ça vaudra 0. Et quand c'est intermédiaire, c'est entre 0 et 1. Donc on va utiliser un paramètre, un indicateur qui mesure la divergence, la différence entre l'Atlantique et la Méditerranée. Et je vous le donne en 1000 et 1000. Voilà ce qu'on obtient. Alors, qu'obtient-on? Sur cette image, vous avez le paramètre, je ne sais pas si c'est assez gros, qui varie là. À chaque fois qu'on change de couleur, on change de chromosome, et vous voyez des pics avec des zones assez différenciées et des zones quasiment pas différenciées. Là, on est à 0. Quand on est en bas, ça veut dire qu'il n'y a quasiment aucune différence génétique entre l'Atlantique et la Méditerranée. Et quand on est en haut, ça veut dire qu'il y en a beaucoup plus. Alors, nous, je vais tout de suite à l'interprétation simplifiée. C'est que dans les zones où ils sont complètement identiques, ils peuvent échanger des gènes, c'est-à-dire que depuis le temps qu'ils se rencontrent, eh bien, effectivement, ils échangent de l'information. Par contre, dans les zones où ils sont bien différents, il y a des problèmes. Et donc, la réponse à ma question, elle est déjà nuancée. C'est qu'on ne va pas avoir une réponse unique selon les endroits où, du génome on va regarder. Qu'est-ce qui fait que ces deux choses sont différentes? Eh bien, ce n'est pas uniforme. Il y a des endroits où, franchement, elles sont quasiment identiques et des endroits où elles sont très différentes ou assez différentes. Et c'est ce que je vais illustrer. Je vais faire un zoom sur le chromosome 7. Alors, voilà ma courbe en bleu. Cette courbe en bleu, c'est une courbe moyenne qui moyenne l'information sur plein de points. Ça s'appelle une fenêtre coulissante. Mais j'ai reporté ici les marqueurs unitaires, les points, vraiment les mesures qui ont été faites. Et vous pouvez voir que là, l'échelle va de 0 à 1, et qu'ici même, il y a des marqueurs, des points où l'Atlantique et la Méditerranée sont entièrement différents, alors qu'il y a des points où ils sont entièrement identiques. Donc, voilà, donc c'est ce qu'on appelle une mosaïque. Et c'est la première information. Donc, ce n'est pas des génomes en bloc qui n'arrivent pas à communiquer. Ils arrivent à communiquer sur les parties, sur certaines parties, puis sur d'autres, ils n'arrivent pas. Alors, je n'aurai pas le temps de vous parler des mécanismes fins qui font qu'avec la recombinaison dans les hybridations successives, on arrive à séparer le bon grain de l'ivraie, pourquoi certains bouts du génome passent et d'autres pas. Mais prenez-le comme acquis. Ce qui empêche ces deux groupes de communiquer, c'est certains points du génome qu'on appelle des îlots de divergence et pas les autres. Alors, je vais encore être très technique et puis ça sera la fin de la technique. Et encore une fois, vous pouvez zapper si vous ne comprenez pas mon explication, ne retenez que la conclusion. Mais ce qui est magique avec la génomique, c'est que maintenant on a des ordinateurs. Oui. On n'en avait pas il y a 30 ans. Et on connaît en plus, on est capable de mesurer des taux de mutation derrière tous ces petits points. On sait à quelle vitesse certaines zones du génome mutent. On sait mesurer un taux de mutation. Et on sait faire des modèles. Alors, est-ce qu'on peut, à partir de cette image de divergence, raconter une histoire? La réponse est oui. Donc on fait un truc bizarre, c'est-à-dire qu'on représente, tous ces points sous forme d'un spectre. Je vais très vite. Retenez que ce spectre, c'est une image des points qui sont identiques et des points qui sont divergents. Donc ça, c'est la population atlantique, ça, c'est la population méditerranéenne. Et si les points sont identiques, ils vont être sur la diagonale, là, c'est-à-dire que ici, la zone verte centrale, la Méditerranée et l'Atlantique sont différents. Puis plus ils divergent, plus ils sont aux extrémités. Donc voilà, par exemple, ici, un marqueur
qui est très divergent entre la Méditerranée et l'Atlantique. Donc on a une représentation multidimensionnelle de la divergence de ces deux populations tout au long de leur génome. Et on crée un modèle par ordinateur où on dit on a une population ancestrale d'une taille N qui, au bout d'un temps T, se sépare en deux populations avec des flux géniques, etc. On fait tourner ça dans l'ordinateur des millions de fois et on cherche, et à chaque fois on regarde cette réalisation précise de la simulation dans l'ordinateur, qu'est-ce qu'elle prédit comme spectre. Donc je vais très vite. Ce qui compte, c'est qu'on arrive à valider, donc vous voyez ça c'est le spectre réel et ça c'est celui qui est prédit par l'ordinateur, ils se ressemblent. C'est la meilleure prédiction qu'on puisse faire. Et cette prédiction, elle nous dit quoi? Elle nous dit que ces deux génomes ont commencé à diverger il y a environ 270 000 ans, pendant une période pendant laquelle ils n'ont pas échangé d'informations génétiques du tout. C'est la période... C'est cette période-là, là, sur le graphique, et qu'au bout d'environ 12 000 ans, ils sont revenus en contact les uns avec les autres, et qu'en plus, il y a des migrations qui vont plus... ils ont commencé à échanger des gènes, donc plus dans le sens atlantique-méditerranéen que dans l'autre, et puis il y a certains gènes qui vont sans problème les flèches noires d'un côté et de l'autre, et puis d'autres qui sont très ralentis. Pour environ 20% du génome, c'est les flèches rouges. Alors, vous l'avez compris, ceux qui sont très ralentis, c'est ceux qui sont dans mes îlots de divergence. Donc ce modèle-là nous dit déjà beaucoup de choses. Et franchement, moi, la première fois que j'ai vu ce genre de choses se réaliser sous mes yeux, alors que ça faisait 25 ans qu'on travaillait sur ce poisson, qu'on n'a pas de fossiles, qu'on ne sait rien de ce qui s'est passé, etc., etc., j'étais assez bluffé de voir la précision avec laquelle on pouvait interpréter les données qu'on avait. Donc on a une histoire de divergence entre le loup de l'Atlantique et celui de la Méditerranée d'environ 300 000 ans, etc. Alors 12 000 ans, à peu près, ça coïncide avec la fin le réchauffement de la Méditerranée après la dernière glaciation, j'y reviendrai. Alors, j'en viens maintenant à la thèse de Maud. Il se trouve qu'on est capable d'aller plus loin. Alors, peu importe les explications techniques, mais maintenant on est capable d'avoir des génomes complets, c'est-à-dire milliards de paires de bases sur des dizaines d'individus sauvages, et on est capable de reconstituer les chromosomes paternels et les chromosomes maternels de chaque individu. Et le long de chacun de ces chromosomes, on est capable de dire ce fragment-là, il est d'origine atlantique, ce fragment-là, il est d'origine méditerranéenne. Donc voilà, par exemple, trois individus atlantiques, en fait, et les trois individus méditerranéens, en fait, c'est des demi-individus, parce que c'est un demi, puisqu'on a on a des chromosomes paternels et chromosomes maternels. Voilà un exemple. Et qu'est-ce qu'on peut en faire? Eh bien, on peut aller regarder ce qui se passe dans les îlots de divergence. Donc là, je reprends mon fameux chromosome 7, et vous voyez cet îlot-là que je vous ai montré tout à l'heure, le voilà ici en violet. Voilà, parce qu'on a de la fantaisie dans notre laboratoire. Voilà. Et puis, on peut aussi avoir une mesure de l'inverse de la différenciation, c'est-à-dire quelque chose comme le pourcentage de fois où un bout de génome atlantique passe dans la Méditerranée, un bout de génome méditerranéen passe dans l'Atlantique. Et puis, on peut essayer de voir ce qui se passe. Alors là, voici une zone qui est... Là, je suis complètement en dehors de l'îlot, puisqu'il n'y a quasiment aucune différenciation entre l'Atlantique et la Méditerranée. Et je vois que ces individus méditerranéens, par exemple, sont une mosaïque d'Atlantique et de Méditerranée. Et je vois aussi qu'il y a plus de mosaïques côté Méditerranée que côté Atlantique. Par contre, si maintenant je vais voir ce qui se passe dans l'îlot lui-même, ben, il n'y a pas photo. Vous voyez bien que cet îlot, il résiste très fort à la pression du bombardement des gènes par les individus hybrides et qu'il n'y a quasiment pas de mélange et qu'il n'y a quasiment pas de jaune dans le rouge ou de rouge dans le jaune, n'est-ce pas? Donc c'est bien une espèce de preuve
on met le doigt sur ce que c'est que l'effet de l'isolement reproductif le long du génome. Il y a des endroits où ça passe, des endroits où ça passe pas. Et ça passe pas, voilà, on le voit que ça passe pas. C'est pas une vue de l'esprit. Voilà. Et puis après, bon, là, c'est un cas un peu particulier. En fait, à droite, on est dans un îlot qui est très très faible et qui est en train de se faire dézinguer et par l'afflux des gènes de l'autre côté. Donc, tous les îlots ne sont pas très solides. Certains fondent avec le temps. Et en voici un qui est en train de fondre. Ici, il n'y en a plus du tout au milieu. Et à gauche, ça résiste. Donc, voilà ce que c'est qu'une vision génomique de l'isolement partiel entre deux quasi-espèces ou espèces en train de se construire, si vous voulez. Donc c'est probablement un modèle très général où on a comme ça des alternances de zones qui sont permissives et de zones qui sont verrouillées, qui sont bouclées. Et ça, c'est un modèle très général parce que on retrouve ça. Là, je vous ai mis un lapin, une épinoche, un papillon du genre Heliconius, un gobe-mouche à collier. Il commence à y avoir de plus en plus de publications où on voit ce type de représentation, où on voit des pics de divergence et puis des pics de pas divergence. Donc vraiment, cette mosaïque, c'est ça. Voilà. Et là, j'ai presque terminé l'apport de la génomique à ma question, qui est cette vision comme ça de ce que finalement, qu'est-ce qui constitue les choses qui résistent et qui produisent de l'isolement reproductif. Alors, nous savons tous qu'il y a eu une série de 12 ou 13 événements de glaciation durant les 2 derniers millions d'années. Et en fait, à chaque fois, un certain nombre d'espèces se fragmentent. Elles vont, pendant la période glaciaire, trouver refuge dans des zones favorables. Elles divergent. Et quand elles reviennent en contact, ça commence, il y a des petits problèmes. C'est exactement ce dont on pense, on pense que ça s'est produit pour le loup et le bar. On imagine que pendant une période glaciaire, la Méditerranée occidentale était très froide, trop froide pour le loup. Il y avait des bars le long de la côte africaine et il y avait des loups qui restaient du côté du delta du Nil. Ils ont évolué dans leur coin. La Méditerranée s'est réchauffée, elle était plus chaude, environ à sa température actuelle il y a 15 000 ans. Ils sont revenus en contact et ils ont recommencé ces échanges secondaires dont je vous ai montré l'impact sur les génomes. Donc c'est un modèle très général. Et en tout cas en Europe, voilà, nous avons une pompe à divergence et à remise en contact. Divergence, remise en contact, divergence, remise en contact. Il faut un peu de temps, mais c'est ça qui produit ce qu'on observe. Alors, oui, voilà. Donc là, je passe. Hein, c'est le modèle le plus simple du concept biologique de l'espèce par isolement géographique. Voilà. Et c'est exactement ce qu'on observe entre le loup et le bar. Alors, quand on fait des études sur comme ça plein de couples d'espèces, c'est ce qui a été fait là sur un papier qui a été fait dans notre unité. On s'aperçoit que certaines espèces, c'est clairement juste un groupe. Par contre, d'autres, c'est clairement deux. Là, en rouge, on aurait l'âne et le cheval. Et puis au milieu, on a une zone grise où on est dans, en fait, ni une ni deux. Et je ferai ni une ni deux pour vous qualifier ces espèces qui sont ni une ni deux de quasi-espèces. Voilà, j'ai osé. Et revenons, alors, et la génomique dans tout ça, encore une fois, revenons quand même rapidement. Je vais tenter de vous donner des explications de ce qui se passe. Parce que, pour là, je vous ai donné une image des patrons, mais je ne vous ai pas dit qu'est-ce qui se passait, pourquoi ces îlots résistent, qu'est-ce qui se passe, pourquoi les hybrides ont des problèmes, n'est-ce pas? Et on commence à mieux comprendre. Alors d'abord, un génome, voilà un génome, et puis il mute de temps en temps. Et là, on est au niveau de l'ADN. Mais en fait, l'ADN, vous le voyez à peine. Ce que vous voyez, c'est ce qui produit. Les protéines, toutes les molécules qui sont, etc. Et donc là, on a de la marge pour un océan d'interactions possibles, parce que
c'est pas que c'est un fouillis très organisé, mais l'ADN, il est transformé en ARN, et puis transformé en protéines, et puis ces protéines, elles interagissent entre elles, elles interagissent avec les ARN, elles interagissent avec les ADN. Il y a des réseaux d'interaction absolument hyper complexes, et donc c'est organisé, évidemment, c'est pas le bordel innommable, mais il y a quand même des tas et des tas et des tas de molécules qui interagissent les unes avec les autres et qui réagissent encore une fois les unes avec les autres, et finalement, ça aboutit à un être un peu imparfait, certes, mais ça fonctionne quand même. Okay ? Et j'insiste sur ces interactions. Alors là, je vais vous faire une séquence basique pour expliquer comment, pourquoi ces interactions, elles peuvent déraper ou évoluer de manière divergente à gauche et à droite et créer des petits problèmes, des problèmes d'incompatibilité qui sont à la base de la séparation des génomes des espèces. Donc, prenons par exemple l'interaction entre deux gènes, plus exactement entre les protéines codées par ces deux gènes. Donc on va dire il y a le bleu, il y a le vert. Ça se sépare entre deux populations qui sont isolées génétiquement. Et puis, il y a une mutation qui affecte le gène vert dans la population 1. Et puis, ça fonctionne, mais pas tout à fait bien. Donc, il y a du coup une mutation compensatoire qui affecte le gène bleu. Et du coup, bleu et vert dans cette espèce-là fonctionnent à nouveau correctement. Voilà un scénario possible. Et puis, il se passe probablement à un autre moment des choses analogues dans l'autre compartiment. Et ce qui fait que le résultat des courses, c'est que dans ce système de clés et de serrures ou d'adaptation de la molécule verte à la molécule bleue, on n'a pas exactement les mêmes termes, la même forme à gauche et à droite. Donc, vous l'avez deviné, quand contact secondaire, à la fin de la glaciation, on remet ces petites choses en contact, des hybrides se forment, et dans l'hybride de première génération, eh bien, la molécule bleue de 1 a du mal à causer à la molécule verte de 2 et réciproquement. Donc, on a une baisse de la valeur sélective, ça fonctionne un petit peu moins bien, et c'est ça le truc basique qui fait que ça va moins bien fonctionner. Alors, c'est un exemple tout simple, mais imaginez que vous multipliez ça par 50, 100, 1000 le long du génome, et plus vous avez de systèmes en interaction qui ne fonctionnent pas bien, et bien moins vous êtes fertile. Je vais même aller plus loin, parce que si ça se résumait à ça, bon, ça ne serait pas drôle. Et puis là, je regarde le temps, je décompte le temps de parole. Bon. Voilà. Donc, c'est comme dans les colloques internationaux, hein, c'est à la minute près. Et on compte les arrêts de jeu. Donc, je vais aller plus loin et rebondir sur ce mot de valeur sélective. Pour le moment, on n'a quasiment pas parlé d'adaptation, on n'a quasiment pas parlé de sélection naturelle. Vous avez remarqué que j'ai évité avec brio d'employer ces termes. Je ne vous ai parlé que d'interaction moléculaire, de stérilité, etc. Voilà. Eh bien, figurez-vous qu'un certain monsieur Darwin, et monsieur Darwin, il a le droit d'être jeune aussi de temps en temps. D'habitude, on voit que la photo de gauche, là, mais là, je trouve que c'était plus sympa de le montrer sous ses différents visages. Celui-là, c'est celui qu'il avait probablement quand il était à bord du Beagle et qu'il observait les pinsons des Galapagos. Donc, voilà, monsieur Darwin nous explique que la sélection naturelle, eh bien, elle sélectionne les individus les plus aptes à se reproduire dans un environnement donné. Il y a un exemple hyper classique qu'on trouve dans tous les manuels, c'est celui du papillon Biston betularia qui est avec des formes blanches, la phalène du bouleau et des formes noires. Et ça, selon l'écorce des arbres sur lesquels il se pose, la forme blanche est avantagée quand il y a des bouleaux avec des écorces blanches, et puis parce que les papillons le trouvent moins, et puis quand ils sont noirs, ils se font bouffer. Enfin bref, l'histoire est ultra classique, c'est un exemple de sélection naturelle. Mais pas que. Et voilà. Et le même Darwin, il avait vu qu'il y avait des choses qui se produisaient,
qui n'était pas si adaptatif que ça. Et notamment, il a beaucoup réfléchi sur l'exemple de la queue du paon de la cour. À quoi ça sert, cette queue de paon? Et puis, vous comprenez que si vous êtes un renard avisé, le paon avec ses apanages caudaux, il va avoir du mal à échapper au renard. Donc, ça n'est possible. Donc, si vous voulez, c'est pas très adaptatif. C'est pas ça qui lui permet de lutter contre les prédateurs. Par contre, il y a un système de reconnaissance de partenaires et les paons qui ont les plus belles ocelles, vous voyez que j'évite un certain mot, sont choisis par les femelles, n'est-ce pas? Donc, c'est la base de ce qu'on appelle la sélection sexuelle et de temps en temps, ça peut aboutir à des choses tout à fait bizarroïdes. Il y a un exemple ultra classique qui est celui du cerf des tourbières que l'on voit là, ou Mégacéros, qui, dans les toundras, pendant les périodes glaciaires, avait développé des andouliers absolument monstrueux parce qu'il y a des combats entre le mâle et la femelle, encore une fois, choisit celui qui est le plus cornard. Enfin, là, ça marche dans l'autre sens. Voilà. Et que quand, au moment du réchauffement, les arbres ont poussé et que c'était plus de la taïga, mais c'était des forêts de bouleaux, et ben, vous pouvez voir que vous pouvez toujours courir avec 2,50 m d'envergure, vous restez coincé dans les arbres. Donc, donc la sélection sexuelle, c'est quelque chose qui adapte les sexes l'un à l'autre, mais qui n'adapte pas forcément les espèces à leur environnement. Eh bien, donc, qu'est-ce que ça produit? Ça produit que ça fait diverger rapidement les systèmes d'appariement. Pourquoi? Parce que c'est un jeu, la femelle choisit le mâle qui lui-même lutte avec les autres mâles qui développent des trucs, etc., etc., etc. Donc, si vous voulez, ce genre de système-là, ça accélère l'évolution comportementale, phénotypique, et ça fait diverger ces systèmes. Et vous allez voir où je veux en venir. Les systèmes qui divergent, quand on les remet en contact, ça crée des problèmes. Alors, voilà. Il y a des exemples très connus, notamment sur les insectes, avec les pièces buccales, les pièces sexuelles des insectes, hein, qui adaptent le mâle à la femelle au mâle. Alors, par exemple, à droite, c'est ce qui se passe chez les drosophiles, pour encore une fois donner une image de temps. La mouche du vinaigre, la drosophile, dans un groupe qui est très étudié, là, entre Melanogaster et Yakuba, on voit des tas d'évolutions morphologiques. Ça a quand même pris 5 millions d'années. Et puis, voilà. Et voilà d'autres exemples chez des coléoptères, des carabidés. Et bon, ça bouge vite. Ça bouge vite à l'échelle de l'évolution. Et ce qui fait que deux espèces proches, si elles n'ont pas les mêmes appendices sexuels, l'interstérilité, enfin, la fécondation sera difficile. Donc, en fait, voilà, il y a beaucoup de choses qui évoluent très vite parce qu'il y a des conflits. Il y a des conflits. L'avantage, les mâles et les femelles ne cherchent pas forcément la même chose. Par exemple, on a parlé de la sélection sexuelle, mais vous le savez bien, les mâles sont plus volages. C'est vrai dans toutes les espèces, et les femelles le sont moins parce qu'elles ont moins d'opportunités. Elles ont moins d'opportunités pour transmettre leurs gènes à la génération suivante, donc elles ont plutôt intérêt à être plus fidèles, ou en tout cas à s'assurer quelques bons mâles, tandis que les mâles, même mauvais, ils ont intérêt à avoir le maximum de femelles possible. C'est voilà un exemple d'un conflit de transmission. Hein. Les intérêts par la transmission par la voie femelle ne sont pas les mêmes que les intérêts par la transmission par la voie mâle. Et il faut vraiment me croire, ça se produit absolument partout et à tous les niveaux, depuis la morphologie des spermatozoïdes à celle des comportements de cours, à celle des appendices copulatoires. La sélection sexuelle, c'est quelque chose qui se produit toujours, partout, énormément, c'est très fort, c'est extrêmement puissant, même si on ne veut pas y croire. Même si, quand on parle d'adaptation, eh ben, on pense « Ah oui, il est capable de survivre à telle température ». Ben non, survivre, c'est bien, mais si on n'est pas capable de trouver un partenaire sexuel, ça ne sert à rien. Voilà, ok ? Donc, c'est vraiment les deux jambes de l'évolution, c'est la sélection sexuelle et la sélection naturelle. La sélection sexuelle dit évolution super rapide, parce qu'il y a des conflits. Et ces conflits, ils existent partout.
Alors, je vais essayer de vous faire comprendre, par un exemple ultra simplifié, ce que c'est qu'un conflit de transmission à propos sexe ratio. Je prends mon souffle. Donc, vous savez qu'en gros, par exemple, chez les mammifères, il y a 50% de mâles et 50% de femelles. Bon, ben, c'est inutile, hein. Franchement, il pourrait y avoir 90% de femelles et 10% de mâles, ça suffirait, l'espèce s'en porterait même mieux, parce que pour 100 individus, il y en aurait 90 qui produiraient des descendants. Et pourquoi diable y a-t-il quand même 50-50 ? Alors la réponse la plus simple, c'est de dire, bah oui, parce que les mâles, ils sont XY, et puis quand ils forment les spermatozoïdes, il y a 50% de ces cellules qui vont porter le chromosome X, qui vont donner des femelles ou des filles, et 50% de chromosomes de spermatozoïdes et chromosomes Y qui vont donner des mâles. Très bien, c'est bloqué comme ça. Mais est-ce que c'est sûr que c'est vraiment toujours comme ça que ça va le rester ? Imaginez que vous ayez une mutation côté du chromosome Y qui donne un petit coup de latte aux spermatozoïdes qui portent le chromosome X. À ce moment-là, dans le tractus génital de ce mâle-là, dans la femelle qui aura reçu les spermatozoïdes de ce mâle-là, il y aura un avantage pour les spermatozoïdes qui portent le Y. Et au lieu d'avoir 50-50, on aura 45-55. Ça se produit. C'est ce qu'on appelle un allèle tricheur ou un distorteur de ségrégation, c'est-à-dire un bout de gène qui trouve qu'il a muté, et puis comme il a muté, ça donne avantage au chromosome qu'il porte, et bien, pof, c'est transmis à la génération suivante. C'est aussi bête que ça, et ça modifie le taux sexuel, le sexe ratio. Qu'est-ce qui se passe à la génération ? Alors là, j'ai forcé le trait. Imaginez qu'on soit arrivé à 75%. Alors attendez, je me suis trompé. Il faut que vous lisiez 25% de femelles et 75% de mâles. Voilà. Alors, quand il y a, donc vous inversez, quand il y a beaucoup de mâles et peu de femelles, qu'est-ce qui vaut mieux être ? Ben, une femelle, parce que vous n'allez avoir aucun problème pour vous reproduire. Si vous êtes un mâle, à moins de changer d'orientation sexuelle, ça se fait, hein, vous aurez du mal à vous reproduire. Donc, quand on est dans des conditions où il y a un excédent de femelles, à ce moment-là, eh bien, il se peut, on aurait intérêt à être femelle. Donc, si vous avez une mutation compensatrice sur le chromosome X qui résiste à la mutation initiale sur le chromosome Y, cette mutation compensatrice, elle va être favorisée parce que les femelles sont favorisées. Et ça explique qu'on arrive finalement, par un jeu comme ça, d'action de réaction, à un équilibre 50-50. C'est ce qu'on appelle le théorème de Fischer. Et c'est très puissant, et c'est très mauvais, n'est-ce pas ? Parce qu'il suffirait qu'il y ait 90% de femelles, ça serait beaucoup mieux, j'en suis persuadé. Voilà. Bon, mais c'est comme ça, et ça fait des systèmes qui résultent d'une course aux armements entre les gènes qui sont avantageux chez le mâle et ceux qui sont avantageux chez la femelle. Et cette course aux armements, elle entraîne une évolution rapide de ces systèmes en interaction. Alors, voilà, donc si jamais on met ces deux aventures en parallèle et encore une fois qu'on fait des hybrides de première génération, ben on voit qu'on peut avoir des problèmes parce que le gène distorteur qui est apparu dans une espèce n'aura pas le gène répondeur qui est dans l'autre, etc., etc. Et que donc la formation des spermatozoïdes, par exemple, risque d'être altérée. Et ça se passe, et c'est effectivement l'explication numéro 1 de bon nombre de stérilités entre espèces de mammifères. C'est ce genre de choses. Je passe. Alors, des trucs comme ça, il y en a une polychier. Vous pouvez trouver ce genre de conflit partout. Parce que nous ne sommes pas des clones, nous ne sommes pas des espèces asexuées, nous avons dans nos cellules des noyaux, mais nous avons aussi des mitochondries. Les mitochondries sont transmises que par les femelles. Dans les plantes, il y a aussi des chloroplastes qui sont transmises que par les femelles. Donc, des conflits comme ça, il y en a partout. Il y a même aussi, j'en passe, c'est des meilleurs, des conflits entre les fœtus
et la mère à travers le placenta, parce que l'intérêt d'un fœtus, c'est de représenter les gènes du mâle, alors que la mère, elle a ses gènes à elle, et il se peut que certains fœtus... Bon, ça mériterait une conférence à elle seule, rien que de parler, par exemple, du conflit fœto-maternel et de toutes ses conséquences qui parfois sont gravissimes, y compris pour des maladies humaines. Donc, voilà, admettez que nous sommes, c'est la phrase écrite en noir, nous avons un dialogue critique des systèmes génétiques qui sont en interaction et qui évoluent de manière rapide, et c'est ça qui fait que les espèces divergent. Alors, en résumé, on arrive près de la fin, rassurez-vous, nous avons appris que eh bien, l'isolement reproductif est porté par l'évolution de nombreux systèmes en interaction. Le catéchisme commence à rentrer, puis nombreux à la fois par leur qualité, mais aussi par leur quantité, parce que vous avez vu qu'il y en a plein le long du chromosome. Que la part du rôle direct de l'environnement reste à démontrer. Alors là, je balaie des idées reçues. Ce n'est pas l'adaptation à l'environnement qui crée les espèces. C'est secondaire. Ce qui fait qu'on a des espèces différentes, c'est d'abord que leur génome, qui permet à des espèces de rester différentes, c'est-à-dire que leurs génomes sont devenus incompatibles. Alors ils peuvent être devenus incompatibles parce qu'ils ont des adaptations différentes, mais il y a beaucoup d'autres raisons qui font qu'ils deviennent incompatibles de toute façon, adaptation ou pas. Je vous les ai montrés, ils sont très nombreux. Toutes ces interactions moléculaires, ça fait que les génomes divergent. Le fait qu'ils s'adaptent ou pas, c'est une autre question. Voilà, c'est long, complexe et progressif. Le cas du loup, qui sont pourtant pas très divergents, le loup et le bar, 270 000 ans, et nous ne savons même pas ce que ça va devenir. Si on est là dans 10 000 ans, si ça se trouve, tout aura disparu, parce qu'à cause du bombardement, et on n'aura même pas deux espèces, on n'aura plus qu'une. Donc, il y a beaucoup d'abus dans la littérature. À chaque fois qu'on voit des choses différenciées, les gens disent que c'est des espèces en voie de naître. Ben, elles sont peut-être en voie de, au contraire, se remélanger. Hein, voilà, ça arrive. Ça arrive aussi que des choses dont on croyait qu'elles étaient sur la voie de la différenciation, et ben finalement, elles arrivent et puis elles se remélangent. Et puis il y en a une qui banane l'autre, et puis en lui injectant son génome, et puis point barre. Voilà. Et puis aussi, ça c'est le petit côté d'optimisme, l'optimisme méthodologique du scientifique. On a maintenant des méthodes de plus en plus fiables pour reconstituer, dater ces événements. Ça, c'est les merveilles de la génomique et de l'informatique. Voilà, on approche de la fin. Mais alors, comment se fait-il que de nombreuses espèces disparaissent? Et puis finalement, combien de temps faut-il pour en faire des nouvelles? Pas vraiment répondu à la question, mais vous voyez bien que je commence à vous orienter vers le fait que ce n'est pas immédiat. Donc, voilà, il y a des espèces qui se sont adaptées sans changer. Les limules, elles sont toujours là, ça veut dire qu'elles se sont adaptées. D'ailleurs, sans changer, c'est juste la forme. Si on faisait par la pensée un croisement virtuel entre une limule actuelle et son ancêtre, ne serait-ce qu'il y a 10 millions d'années, il s'est passé tellement de choses dans le génome que ça ne marcherait plus du tout. Hein. Donc, dans le temps, les espèces évoluent aussi, elles ne sont plus interfertiles avec leurs ancêtres directs, bien qu'on ne puisse pas faire l'expérience. Bon, d'accord. Alors, un petit mot quand même, on est capable de dire des choses sur la vitesse à laquelle certains groupes produisent des nouvelles espèces, c'est-à-dire la cladogénèse. Alors voilà, ici c'est des rongeurs. Murinés, c'est le rat et la souris. Arvicola, c'est les campagnols. Acomis, c'est des souris épineuses du désert. Et Chrysetominés, c'est une autre bestiole. Ils ont tous à peu près le même âge, c'est-à-dire qu'ils sont apparus quelque part pendant l'ère tertiaire, entre 20 et 17 millions d'années, ces niveaux-là, ces familles-là. Et puis, eh bien, il y en a une, là c'est une échelle où est ma souris, c'est un comble pour les rongeurs. Donc vous voyez que là c'est une échelle logarithmique, vous voyez que chez les murinés, rats-souris, on a à peu près 500 espèces qui sont apparues pendant cette laps de temps, alors que chez les chrysetominés, on n'en a que 5. Donc vous voyez que chez les murinés, on a en gros, en faisant le calcul, on a 35% d'espèces nouvelles par million d'années. Donc en gros, tous les 3 millions d'années, on a une séparation, on a une cladogénèse, voilà,
alors que chez les chrysetominés, on est allé beaucoup moins vite. Donc déjà, vous voyez qu'il n'y a pas une réponse unique. Selon les types d'espèces et selon leur écologie, on va avoir des réponses très différentes. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que nous vécûmes quelques crises d'extinction, enfin que nos génomes ancestraux ont survécu à travers ces 5 crises d'extinction dans le passé. Donc, qui dit crise d'extinction dit que des espèces disparaissent. Et effectivement, le plus probable pour une espèce, c'est de disparaître. Il y a beaucoup plus d'espèces éteintes que d'espèces survivantes. Et voilà, donc on est même capable, sur des séries paléontologiques temporelles extrêmement longues, de calculer des taux d'extinction, voilà, en rouge, donc au long des échelles géologiques. Donc il y en a qui correspondent aux grandes crises d'extinction. Et on est capable aussi de calculer des taux d'origination, c'est-à-dire des taux d'apparition de nouvelles espèces, autant qu'on puisse le dire par la paléontologie, c'est-à-dire des espèces morphologiques, parce que la paléontologie ne voit que la morphologie. Puis on est capable de comparer les deux, et on est capable de comparer les deux. Alors il y a beaucoup d'espèces qui s'éteignent, et je n'ai pas le temps de vous parler des différences qu'il y a qui sont en lien avec l'effectif d'une espèce. Plus une espèce est nombreuse en termes du nombre d'individus, plus elle va facilement trouver, en cas de changement, des individus qui portent des bons génomes pour s'adapter. Donc des espèces qui sont très réduites en termes de nombre d'individus, elles sont très menacées. C'est ce qui se produit pour la plupart des vertébrés, des grosses espèces de vertébrés. Et à l'inverse, les petites espèces avec énormément d'individus, elles n'ont aucun problème, et on va toujours en trouver qui vont résister. N'est-ce pas, les souris, les rats, les cafards, les blattes, tout ça, pas de problème. Puis il y a aussi une relation entre la taille des individus, qui est en lien avec et puis leur spécialisation et leur extinction. Les espèces qui s'éteignent, c'est toujours les plus grosses et les plus spécialisées. Donc ça, il faut le savoir, c'est bien documenté par la paléontologie. Donc toutes les espèces ne sont pas égales devant l'extinction ou la survie. Il y en a qui vont survivre plus facilement et d'autres qui vont s'éteindre plus vite. Voilà. Et maintenant, c'est donc ces courbes, si on les... Zut, pardon. Excusez-moi. Voilà. Si on essaye de regarder quel est le décalage après une crise d'extinction, au bout de combien de temps on restaure un niveau de diversité équivalent à ce qu'il y avait avant. C'est une étude qui a déjà quelques temps, mais ce n'est pas trop remis en cause. Et en gros, on voit qu'à peu près au bout de 10 millions d'années, on a reconstitué un niveau de diversité équivalent à celui qui existait avant la crise d'extinction. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas très optimiste, ça. 10 millions d'années, ce n'est pas grand-chose pour l'histoire de la Terre, mais nous, on compte en âge qui nous sépare de la retraite. Hein, voilà. Bon, donc, ce n'est pas tout à fait pareil. Donc, voilà, l'âge pivot, c'est 10 millions d'années, là. Hein, voilà. Et merci Bernard. Non, mais Bernard Pivot, ah bon. Voilà, donc eh ben, nous en sommes là. Ben voilà, je vous donne rendez-vous dans 10 millions d'années pour voir si j'avais tort ou raison. Et après, voilà une liste de choses dont je me suis bien gardé de parler. Mais éventuellement, évidemment, je sais que vous avez des questions brûlantes à ce sujet. Voilà, je vous remercie. Je suis désolé parce que je vais écorcher les termes. Je ne me rappelle déjà plus de l'expression. Sur cette ligne où on voyait les chromosomes, en particulier le chromosome 7, ces pics de ces zones très différenciées entre les deux populations de Barre. Oui. Est-ce que ces zones, ça correspond à des gènes qui ont des taux de mutation naturelle plus élevés? Alors, non. Non, il n'y a pas de lien évident entre le taux de mutation et le fait d'être dans ces zones. En fait, je ne l'ai pas dit parce qu'on ne peut pas dire tous les détails, mais ces zones sont des zones où les chromosomes recombinent moins. Donc, c'est des zones qui sont capables d'accumuler, de garder
plusieurs gènes qui sont les uns en ringuette les uns avec les autres, dont les actions cumulées s'additionnent. Et c'est pour ça qu'elles sont plus résistantes, parce qu'on ne peut pas casser chaque... Ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut beaucoup de mutations pour créer cet isolement-là, enfin, des petits problèmes. Et ce n'est pas lié au taux de mutation. Bon, il peut y avoir des petites différences, mais c'est lié essentiellement au taux de recombinaison des chromosomes. Bonjour. Alors, j'ai du mal à exprimer ma question. Alors, c'est Sapiens Néandertal. Ah. Je vous ai tendu une perche. Oui, hein, bah, oui. Vous l'avez mis sur votre liste, là. Comment dire, eh ben, pour moi, c'est une seule espèce. Hein. Je veux dire, il n'y a pas, c'est complètement la foutaise. Oui, vous pensez que... Parce que si la divergence entre Denisova, Néandertal, Sapiens, c'est de l'ordre, on estime, entre 450 et 650 000 ans, étant donné que la vitesse d'évolution est proportionnelle au temps de génération, donc en gros 25 ans, si on ramène ça par exemple au cas du loup ou du bar, ça ferait simplement, on diviser par 5 ou 6, on serait dans 100, 150 000 ans de divergence. Les génomes n'ont pas eu le temps de devenir incompatibles. D'ailleurs, ils le sont. D'ailleurs, on sait très bien qu'ils se sont croisés, etc. Il n'y a pas de problème. La question reste ouverte de savoir si certains gènes de Néandertal avaient du mal à être adoptés par Sapiens. Dans l'autre sens, on ne sait pas parce que Néandertal a disparu. Mais on sait par exemple qu'il y a des gènes de Denisova qui ont été totalement adoptés par Sapiens, puisque les Tibétains ont un bout de chromosome Denisova qui les adapte à la haute altitude. Donc pour moi, voilà, il y a un biais de publication. Si vous dites c'est des espèces, vous avez gagné. Voilà, vous publiez. Voilà. En fait, c'est de la foutaise. Pour moi, je dis ça au doigt mouillé. Chez des primates à durée de temps de génération assez long, à mon avis, il faut 1 ou 2 millions d'années avant qu'il y ait vraiment suffisamment de problèmes pour ne pas pouvoir se croiser. Bonjour. Alors, moi, j'avais une question plutôt par rapport à cette problématique de croisement. Vous dites que quand on a deux espèces différentes, c'est le truc qu'on entend partout, c'est que vraiment, il n'y a plus de croisement possible ou facile parce qu'il y a trop de gènes incompatibles. Oui. Et pourtant, il y a des espèces à l'heure actuelle qui sont bien des espèces différentes et qui pourtant font des hybrides parfaitement fertiles qui vont à leur tour faire d'autres hybrides de générations successives. Donc, donnez-moi un exemple. Chez énormément d'espèces d'oiseaux, chez certains canards, et alors surtout chez les haras, par exemple, chez les perroquets, chez les haras, on va trouver des combinaisons qui vont donner un hybride de première génération, qui vont donner encore des hybrides. Oui. Voilà. Alors, merci d'avoir posé la question. Je pourrais d'ailleurs proposer à Maud de répondre, parce que c'est un chapitre de sa thèse. Donc, en gros, vous pouvez faire par exemple, chez le loup et le bar, on fait des loups-bars sans problème. Ils sont particulièrement fertiles. On fait même des bar-loups qui labourent. Enfin, bon, bref, on peut en faire beaucoup. Et dans les conditions de l'expérience, on n'arrive pas à avoir de problème de stérilité, d'interfertilité. Ce qu'on voit même, c'est qu'il pourrait y avoir un avantage aux premières générations. Alors là, c'est un peu technique, parce qu'il y a des phénomènes d'hétérosis et de masquage des mutations délétères, donc c'est pour vous répondre à vous, qui font que les hybrides de F1, ils sont en général plus vigoureux. C'est le cas de la mule et du bardeau. C'est pour ça qu'on les fabrique, d'ailleurs. Ils sont plus vigoureux. Alors, dans certains cas, effectivement, entre les oiseaux, etc., il n'y a pas de problème apparent de fertilité. Mais ce qu'il faut voir, c'est si on pousse le truc pendant plusieurs générations, quand les haplotypes se coupent en petits morceaux, est-ce qu'il ne commence pas à y avoir des petits problèmes de fertilité différentielle, des choses que vous n'arriverez même pas à mesurer dans la nature, des différentiels de quelques pourcents sur la fécondité apparente. Et ça suffit à faire en sorte que l'huile et le vinaigre ne se mélangent pas et qu'ils se démélangent. Voilà. Et en tout cas, c'est une conclusion qu'on est obligé d'avoir. Sinon, on ne peut pas comprendre ce qu'on voit dans la nature. Voilà. Et si les haras restent haras, eh ben, ce n'est pas parce qu'on leur a coupé la zigounette hara. Chez les hybrides, en tout cas, c'est pas la question. D'ailleurs, ils en ont... Enfin, bon, bref, chez les oiseaux, c'est plus compliqué. Voilà. Et il y a un cloaque dans lequel je ne vais pas Et donc, il faudrait faire une expérience sur plein de générations dans des conditions naturelles. Malheureusement, c'est impossible.
Bonsoir. Moi, je suis d'une génération un peu avant la génomique. En botanique, Oui. On a observé avec la fameuse méthode APG là, sur la différenciation, plutôt une différenciation au niveau des familles, voire des gens. Ça devient de plus en plus complexe et il faut suivre ça pratiquement tous les ans, que de la notion d'espèce. Alors, je me pose la question, pourquoi on a reclassé, j'allais dire, beaucoup d'espèces donc dans des gens ou dans des familles différentes. Et là, on voit vraiment l'apport de la génomique, et pas tellement sur les espèces. Les espèces, elles sont toujours décrites de la même façon, pratiquement même de Linné ou de Lamarck. Oui. Alors, une réponse un peu compliquée. D'abord, je vous ai dit un moment, si vous avez suivi, que les biologistes n'étaient pas d'accord sur la notion d'espèce. D'abord, à chaque fois qu'ils font une révision, qu'ils en décrivent une, ils mettent leur nom dessus. Il y a des intérêts de publication. Hein. Il y a toujours un intérêt de publication à dire que c'est une nouvelle espèce. Voilà. Donc ça, c'est un vrai biais. Après, ils n'ont pas tous la chance d'avoir été dans un magnifique laboratoire comme le mien, où depuis 30 ans, on travaille sur ces questions-là et on voit les choses se produire. Donc il y en a certains qui en sont encore, on va dire, un petit peu en arrière, où on faisait des espèces sur la base de 3 molécules. Que, en plus, si vous voulez, là, je vous ai montré un cas particulièrement emblématique, le loup et le bar, où c'est clair, voilà, on a fait toutes ces études, etc. Quand vous avez un complexe d'espèces avec 5 variétés géographiques, des formes, ça devient... C'est 10 thèses qu'il faudrait faire pour débrouiller, savoir qui est en contact, qui a des flux géniques partiels ou pas partiels. Donc, c'est tellement compliqué que il y en a qui disent voilà, c'est des espèces, ou au contraire, c'est des races. Mais au fond du fond, le problème est le même et pourrait être réglé de la même façon. Sauf que, c'est simple. Le cas que je vous ai montré est simple, mais vous imaginez que ça peut être beaucoup, beaucoup plus compliqué qu'avec un mélange de situations entre des choses très divergentes, des choses moins divergentes, des choses qui ont un passé commun, d'autres qui sont arrivées plus récemment. Donc ça fait une espèce de mélange d'interactions entre génomes. Voilà. Dans notre laboratoire, on travaille aussi sur les moules, du complexe les moules, voilà. Les moules de Bouchot et les moules les mouches de Bouleau. Et là, c'est pas 2, c'est au moins 5 ou 6 formes qui interagissent les unes avec les autres. Ça devient très compliqué. Et donc, la simple question de la nomenclature, il y a un moment, il faut arrêter. Il faut dire, voilà, c'est A et B, et puis ils échangent ça, ou ils n'échangent pas ça, et puis le génome permet de vous dire, voilà, ce bout de chromosome, il est compatible et il circule, ce bout de chromosome, il reste là où il est. Bonsoir, je suis enseignant en lycée, et j'aurais voulu avoir juste votre vision sur le fameux Peasley dont on parle justement à nos élèves. Le mélange entre un ours polaire et un grizzly. Oui. Donc j'aurais voulu avoir votre vision concernant cette hybridation. Oui, alors c'est le gros lard aussi, hein, pour gris et polar, grizzly et polar, d'accord. Eh bien, les gros lards ont du mal d'ailleurs à survivre parce que la banquise ne leur permet plus de faire tant de lard que ça. Pour rebondir sur votre question et sur la vôtre, même quand on a des choses dont on va dire c'est de bonnes espèces, parce que je constate qu'en temps normal, leurs génomes elles n'échangent pas de gènes et il semble que leur génome soit un peu incompatible. Alors dans le cas de l'ours et polaire et du grizzly, je ne sais pas, mais c'est des séparations qui ne sont pas très vieilles. Il y a certaines populations où il y a des signes d'hybridation ancestrale, et il se pourrait bien que leur génome ne soit pas suffisamment divergent pour qu'on puisse éventuellement avoir, ça s'appelle des introgressions, qui aboutissent à de passages de gènes d'ours brun chez l'ours blanc, par exemple, s'il fallait qu'il devienne un peu moins blanc, je dis au hasard. Mais encore une fois, tant qu'on n'a pas, et là moi j'ai pas la réponse, tant qu'on n'a pas fait le genre d'analyse que celle qu'on a fait chez le loup et le bar, on ne peut pas dire s'il y a des incompatibilités génétiques vraiment fortes.
Et en plus, ces incompatibilités, ce n'est pas au bout d'une ou deux générations qu'elles vont nécessairement se faire jour. Voilà, c'est un peu comme... Donc il faut vraiment du temps pour savoir ce que la confrontation de génomes différents peut produire. Alors j'ai quand même une anecdote. Même des bonnes espèces, parfois, sont capables de temps en temps de donner des hybrides et que des fragments de leur génome peuvent passer de l'une dans l'autre. Je reviens aux souris, mes amours d'antan. Vous savez tous qu'il y a des souris domestiques et que dans les silos à grains, etc., on les traite, et même chez vous peut-être, vous mettez de la mort au rat. Et ça se trouve que les souris sont environ 50 ou 60% des populations de souris domestiques sont devenues résistantes à la mort au rat. Donc la mort au rat, c'est une molécule c'est un anticoagulant, on connaît très bien comment ça marche, etc. Donc on a fait de la génétique là-dessus, et on a trouvé que les souris résistantes, elles portaient un drôle de petit bout de chromosome, là, un fragment d'une certaine longueur, qui semblait bizarre. Puis quand on a regardé un peu, on s'est aperçu qu'une espèce de souris sauvage, la souris à queue courte, qu'on trouve dans les jardins ici, autour de Montpellier, ben c'est elle qui a donné c'est le bout de chromosome de la souris sauvage à queue courte, Spretus, qui confère la résistance aux anticoagulants aux souris domestiques. Un peu comme le fragment de chromosome Denisova permet aux Tibétains de résister à la haute altitude. C'est un peu la même idée, sauf que Denisova, Néandertal, Homo, ça s'est produit naturellement sans trop de problèmes. Là, c'est une hybridation récente qu'on a vue en quelques décennies, et que malgré la barrière forte, parce que quand on fait des hybrides entre la souris à queue courte et la souris à queue longue, donc celle des jardins et celle des maisons, les mâles sont stériles, mais les femelles sont encore fertiles. Donc vous voyez, on est à un stade intermédiaire, on ne sait pas âne-cheval, et ce n'est pas barlou, c'est quelque chose au milieu, et ça suffit pour permettre, par croisement successif, qu'un petit fragment du génome Spretus, qui était très avantageux pour les bestioles qui le portaient, finissent par passer dans d'autres espèces. Mais s'il n'y avait pas eu la pression de sélection liée aux anticoagulants, ces hybrides n'auraient jamais survécu. C'est parce qu'ils ne survivaient que ceux qui survivaient à l'anticoagulant, donc ça leur donnait un avantage. Voilà un exemple. Bonsoir. Vous n'avez pas voulu parler de la 6e extinction, mais vous l'avez suggéré. Alors je comprends qu'on parle beaucoup maintenant de la 6e extinction, ouais. Mais vous parlez en millions d'années. Oui, voilà, je ne voulais pas être trop pessimiste. Voilà, parce que les gens croient naïvement que, avec un petit peu de mutation, un peu d'épigénétique, un petit coup de pouce, on ne va pas perdre grand-chose, que tout va s'adapter. En fait, non, les taux d'extinction, ils sont multipliés par 1000 pour un certain nombre d'espèces. Dans la nature, les extinctions, ça ne se passe pas en 30 ans, ça se passe en 300, 500, 1000 ans, 5000 ans. Donc le coup est lancé. Et malheureusement, le temps qu'il faut pour récupérer de ça est très long. Donc, ce n'est pas des bonnes nouvelles. Voilà. Il y a une bonne nouvelle pour les cafards, pour les souris, pour le ginkgo biloba, pour plein de trucs qui vont résister, mais il y a quand même beaucoup qui vont disparaître. Et en fait, cette extinction, elle n'est pas instantanée, elle est juste en train de commencer à se produire, mais elle est partie et rien ne va l'arrêter. On estime que les taux d'extinction du XXIe siècle sont environ 1000 fois le taux basal tel qu'on a pu le mesurer sur les trucs paléontologiques. Donc j'en ai pas parlé parce que c'est désespérant. Voilà, c'est tout. Bonsoir. Je suis tout en haut. Oui. Voilà, je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire pour savoir si du coup on allait vers un nombre d'espèces qui sera de plus en plus petit, que ce soit marine ou terrestre. Oui, alors maintenant l'optimisme, c'est de dire qu'en 10 millions d'années, c'est pas très grave pour la Terre, en 10 millions d'années, on refait à peu près tout. Donc c'est grave pour nous, mais si vous voulez, même l'extinction la plus sévère, celle de la crise entre le primaire et le secondaire, c'est-à-dire la crise permo-triasique, il y a 170 millions d'années des brouettes. Cette crise-là, elle, selon les groupes d'organismes, elle a quand même laissé survivants plus de la moitié de ce qu'il y avait. Bon,
il y a beaucoup d'espèces. Je veux dire, même si nous sommes à l'origine d'une extinction qui va durer quelques milliers d'années, là, parce que le réchauffement, on n'en a pas fini avec, etc., la Terre, elle s'en remettra. Revenons dans 10 millions d'années, c'est pas grave. Mais c'est pas les mêmes échelles de temps. Donc voilà, c'est ça qui peut nous rendre soit optimistes, si on pense qu'on sera quelque part dans le cosmos en train de regarder ce qui se passe, soit pessimiste si on pense à l'âge de sa retraite. Voilà. La résistance aux antibiotiques, oui. Est-ce que c'est le même phénomène que chez la souris? Tout est le même phénomène, madame. Il y a un seul phénomène, c'est en fait la coévolution des systèmes en interaction. Alors, je vous ai montré quelques exemples, mais ça se produit aussi entre un pathogène et une espèce. J'agis, je réagis, action, réaction, et puis quand la réaction n'est pas assez rapide, et ben, pof, je disparais. Donc tout dans l'évolution biologique n'est que des actions, des réactions à des changements, à des interactions, des nouveautés qui apparaissent auxquelles il faut s'adapter avec les moyens du bord. Oui, une question tout là-haut. Pour venir en fait sur la 6e extinction, donc encore une notion joyeuse, je voulais savoir que, par rapport à l'homme, votre avis en fait sur l'évolution justement génétique de l'homme. Maintenant qu'il n'y a plus de population en fait isolée, on a quand même des mutations génétiques. Oui, mais on évolue quand même encore. Ouais. Et justement, alors une notion, une référence en fait cinématographique très, très mauvaise. Il y a une quinzaine d'années, il y a eu un film américain vraiment débile, c'était Idiocratie, oui. Qui partait du principe que les populations, enfin les personnes les plus éduquées se reproduisaient moins que les personnes moins éduquées. Et que l'évolution du QI... Ils aiment bien ça, les Américains, hein, le darwinisme social, tout ça, le gène de l'homosexualité ou du criminel, oui, ils aiment beaucoup. Oui. Trumpador. Oui. Très bien, j'aurais aimé avoir votre réaction. Moi, mon avis, c'est que les gènes de l'interaction avec le smartphone peuvent éventuellement être en train d'évoluer avec une sélection rapide des neurones les moins réactifs et les plus tolérants, et que le smartphone, avec son propre génome, réagit d'ailleurs assez bien aussi. Est-ce que ça va nous permettre de survivre? J'en sais rien. Voilà. Bonsoir. En haut encore. Oui. Moi, j'aurais une question concernant, avec les changements climatiques, il y a la fonte du permafrost et tout. Est-ce que vous pensez qu'il y a des espèces qui peuvent réapparaître, donc les virus, des bactéries, mais aussi des anciennes formes d'arbres, avec notamment des pollens qui seraient restés enfouis dans la toundra, qui pourraient un jour revenir Alors, pour les virus et les bactéries, c'est possible. Le permafrost, c'est pas très vieux. Imaginons qu'il y ait une graine d'un bouleau qui est 40 000 ans qui réussisse à regermer, par exemple, il ne serait pas tellement différent de ce que des bouleaux maintenant, donc on ne s'en rendrait pas compte. Des espèces disparues au cours de la dernière glaciation et qui ressusciteraient du permafrost, franchement, j'y crois pas. Voilà. Mais les virus et les bactéries, oui, c'est probable. D'ailleurs, si ça se trouve, les virus et les bactéries, ils meurent jamais quasiment. Ils sont en perpétuelle évolution, donc mutation, donc ça leur fait ni chaud ni froid qu'ils aient 40 000 ans de plus ou de moins. Ils mutent à toute vitesse, de toute façon. Bonsoir. Oui. J'aurais une question, moi. J'ai quelque chose que je n'ai jamais vraiment compris. C'est sur les arbres phylogénétiques. Oui. Pourquoi on les représente toujours de façon dichotomique, comme s'il y avait un ancêtre? Voilà. C'est l'hypothèse la plus simple. Et c'est plus facile de faire des arbres comme ça, où il n'y a que des bifurcations, plutôt que de faire des ramifications. Donc l'hypothèse la plus simple, c'est qu'il y a toujours un ancêtre. Bon, ça c'est une réponse, je vais dire, technique. Après, c'est l'hypothèse la plus simple parce que globalement, quand même, ça se passe quand même un peu comme ça. Par contre, on sait très bien, par exemple, si je prends l'exemple de mon bout de chromosome de la souris à queue courte qui code pour la résistance aux anticoagulants, si je reviens dans 50 000 ans
et que j'essaye de regarder la phylogénie des souris et que je ne l'ai faite, j'ai regardé que ce bout de gène-là, je ne vais pas comprendre ce qui se passe, parce qu'il y aura eu un transfert horizontal. Donc oui, ça existe, notamment entre les génomes de bactéries, entre plein de choses comme ça, il y a des échanges, mais globalement, une fois, c'est pour ça qu'on s'intéresse, c'est pour ça que moi je m'intéresse au concept biologique de l'espèce, c'est qu'une fois que les génomes sont sécurisés dans leur gang et qui sont devenus interstériles avec celui d'une autre espèce, et bien la dichotomie elle est là et on va quasiment pas revenir en arrière. Donc oui, l'arbre du vivant est essentiellement des bifurcations, mais on sait très bien qu'il y a eu des échanges, qu'il y en a toujours certains qui sont possibles et que de temps en temps on a une branche horizontale, on a un croisement, on a un truc comme ça. Oui, ça c'est vrai. Mais c'est pas la règle. D'accord. Et est-ce qu'on peut imaginer que ça soit pas dichotomique, mais qu'il y ait au moins 3 nouvelles espèces des formées. trichotomies ou des râteaux? Ouais, voilà. Ah, des phylogénies en râteaux. Bah oui, bien sûr, on peut imaginer. Non, mais d'accord, ok, je comprends la question maintenant. Pourquoi toujours 2 et jamais 3? Oui. 3, c'est plus compliqué en statistique, mais souvent, quand justement c'est pas résolu par la statistique, on fait un dessin, on dit qu'il y a 3. Parce qu'on ne sait pas exactement l'ordre, et puis ça se trouve, la question n'a même pas de sens, parce qu'effectivement, il y a 3. C'est possible, non? Ça peut arriver. Oui, okay, parfaitement. Voilà. Merci. Je voudrais vous poser une question sur l'épigénétique, là, parce que bon, moi, je suis un peu âgé et j'ai découvert ça récemment. Oui. Donc, j'aimerais savoir si, par exemple, l'incident que vous avez fait sur les chiens tout à l'heure, ou sur les poissons du lac Victoria, c'est pas quelque part des illustrations de ce que peut donner l'épigénétique, puisque à la fin, finalement, si on laisse ces poissons ou ces chiens se recroiser, ça redonne un truc ancestral. Alors, il n'y a pas que de l'épigénétique. Alors d'abord, l'épigénétique, en gros, c'est tout ce qui va de la cellule à gauche jusqu'au phénotype à droite. C'est-à-dire, c'est tout ce qui se passe après la génétique, épigénétique, sur la génétique. Toutes ces interactions moléculaires qui conditionnent l'expression de la forme du phénotype. Alors maintenant, l'épigénétique, les gens comprennent transmission intergénérationnelle. Alors en fait, il y a des choses qui sont épigénétiques, mais qui ne sont pas du tout transmises. À chaque génération, on recommence avec la nouvelle épigénétique. Et là, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas. C'est intéressant, mais c'est pas ça qui va expliquer que 2 chiens sont différents. C'est que pour qu'ils aient des épigénétiques différentes, il faut que leurs gènes, au départ, soient différents pour qu'à travers le processus épigénétique, on observe des différences de taille ou de coloration. Par contre, ça traîne partout. Une partie de l'épigénétique, on a découvert que pour des tout petits trucs, éventuellement, les descendants pouvaient hériter d'une partie de l'épigénétique de la mère, par exemple. Parce que chez un mammifère, les cellules, les ovules de la petite fille sont fabriqués quand la petite fille est dans le ventre de sa mère. Donc les ovules qui vont donner naissance aux arrière-petits-enfants, ils ont été conçus dans le ventre de la grand-mère. Donc vous voyez qu'il y a un emboîtement de génération, et il se peut qu'un certain nombre d'informations comme ça, liées au développement des gènes, etc., est marqué, fait quelques petites marques sur les chromosomes transmis par la mère à sa fille et donc aux petits-enfants. Mais, alors évidemment, on en fait des gorges chaudes, on fait tout de suite des tas de beaux papiers, il y a aussi un biais de publication, c'est super, mais c'est pas ça qui va sauver l'espèce, parce que c'est épigénétique, c'est réversible, ça ne dure pas forcément très longtemps, ça peut revenir en arrière, c'est intéressant, mais encore une fois, les races de chiens, les chiens ne font pas des chats, et réciproquement, et les dalmatiens font des dalmatiens, quoi que vous fassiez, et les chihuahuas, des chihuahuas, quoi que vous fassiez, même s'il y a des petites variations entre... Donc une partie de ce que vous voyez est codée dans cette chose-là, mais de manière relativement solide. Oui, bonsoir. Je ne sais pas si ça marche. Bonsoir. À propos... Vous êtes où? Ah, d'accord. Une petite
question. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a du politiquement correct qui vous empêche de vous exprimer comme vous voulez à propos de sujets qui sont des fois déduits de façon politiquement toxique? Je sais pas si... Oui, non, je vois à peu près sur ces questions-là, il pourrait y avoir des dérives, etc. Non, moi je pense que, moi personnellement, je dis ce que je veux à qui je veux, hein, je suis grand, et on a la chance en France d'être encore, je dis bien encore, dans un système où la liberté du chercheur est de plus ou moins choisir ses sujets de recherche. Enfin, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il va là où on lui donne de l'argent pour faire ses recherches. Mais enfin, quand même, on a une grande liberté et que donc on se sent pas obligé de, on n'est pas financé par des associations occultes américaines qui veulent absolument en sous-main vous faire dire que les Noirs sont moins intelligents que les Blancs ou que ce genre de trucs. Non, ça existe, mais en France, Dieu merci, c'est facile de résister et j'espère que ça durera longtemps. Et ça, c'est vraiment une affaire citoyenne. Voilà. Si je peux profiter aussi encore, à votre niveau, à propos de la stérilité croissante, est-ce que c'est un sujet dont on parle simplement plus, ou est-ce que l'environnement est en cause, ou vous, à votre niveau, vous êtes plus prudent sur ce sujet? Moi, à mon niveau, je me suis déjà reproduit, donc la question m'intéresse un peu moins. Au niveau de l'espèce, nous sommes 7 milliards. Si un certain pourcentage d'hommes deviennent stériles, moi, ça me fait ni chaud ni froid. Voilà, c'est pas une question pour moi. Et puis, comme je l'ai dit, les mâles, par exemple, parce que la stérilité affecte surtout les mâles, hein, parce que la méiose mâle est plus fragile que la méiose femelle, et comme j'ai dit, les mâles sont inutiles. Donc, voilà, c'est d'autant moins grave. Je vais raconter une petite histoire sur les mâles inutiles. Chez les éléphants de mer, vous voyez, là, cette espèce d'énorme, un espèce de gros phoque, là, énorme. Il y a de la sélection sexuelle, les mâles se battent pour avoir un harem. Et comme ils se battent, oui, ils ont des harems. Donc un mâle monopolise 10 femelles environ. Comme il y a de la sélection sexuelle, ils sont devenus très gros. C'est que les gros mâles qui ont des harems. Donc en gros, le mâle il est 3 fois plus gros que la femelle chez les éléphants de mer. À la naissance, il y a autant de mâles que de femelles. Les mâles se battent, ils deviennent énormes. Ils sont tellement énormes que parfois, en roulant, ils écrasent leurs petits qui sont nés dans le harem. Et les autres, ils partent, ou ils sont morts, ou ils vont faire chier tout le monde. Voilà. Donc ça ne sert absolument à rien qu'il y ait 50% de ces gros cons. Il en suffirait d'un. Et ça, c'est le résultat de la sélection sexuelle. Voilà un exemple du chose complètement contre-productif que ça produit avec la loi de Fischer, l'équilibre du sexe ratio et la compétition entre mâles pour obtenir les femelles. Voilà. Retenez l'exemple de l'éléphant de mer. C'est sans doute vrai, mais si je peux me permettre, vous n'avez pas répondu sur les possibles causes. Parce que moi, je suis très néophyte, donc désolée de ma naïveté. Les causes, oui. Non, mais en fait, on voit que la stérilité arrive quand il y a deux espèces qui ne sont pas compatibles, ce qui est très logique. Mais là, vu qu'on est dans une espèce très lointainement rapprochée, ces phénomènes de stérilité, que dit le scientifique pour l'expliquer? Ceux qui se produisent dans l'espèce humaine n'ont absolument rien à voir avec ce que je vous ai raconté. Ce sont des effets environnementaux qui peuvent être liés à l'épigénétique, d'ailleurs. C'est des effets environnementaux, mode de vie, pesticides, tout ce qu'on veut, système immunitaire, température, vêture, contaminants chimiques, pollution. C'est une baisse de fertilité avérée qui n'a absolument rien à voir avec les problèmes qu'il y a entre des hybrides naturels, entre deux espèces proches. C'est vraiment des choses totalement différentes. Que je sache, il n'y a pas une autre espèce bis humaine un peu différenciée, là, qui nous injecterait des gènes d'interstérilité. Non, nous sommes vraiment une espèce homogène, où il n'y a pas de problème de cet ordre-là. Et toutes en gros...
Il y a quelques petits problèmes d'incompatibilité de temps en temps. Il y a certains génotypes qui sont incompatibles avec d'autres. Il y a des maladies génétiques qui sont liées à ça. Mais globalement, n'importe qui peut se croiser avec n'importe qui. C'est d'ailleurs ce qu'on fait allègrement depuis des milliers d'années. Rebonsoir. Oui. Je suis ici. Donc, vous semblez dire que la part environnementale pour créer une espèce n'est pas aussi importante. Ça me trouble terriblement, oui, vous comprenez bien. Donc, comment vous dire? Même lorsque vous parlez des mutations qui peuvent agir sur les fameux îlots ou cet océan d'interaction qui agit... qui s'agite comme ça entre gènes au sein de nos cellules, les mutations, quand même, elles peuvent avoir aussi une cause environnementale. Ouais. Alors non. Non. Je vous arrête tout de suite. Les mutations, elles se font au hasard. Et la plupart du temps, elles sont délétères, elles sont négatives, elles sont contre-productives. Vous faites muter l'ADN, vous risquez de casser quelque chose. C'est très rare que vous produisiez un mutant avantageux. Donc pour une simple question de parcimonie, on casse plutôt qu'on ne construit. Comme on casse, on répare. On répare ailleurs, parce que vous avez cassé, vous donnez la place pour éventuellement une autre mutation qui va réaméliorer un peu le phénotype. Cette espèce de course à l'échalote, elle se produit sans référence nécessairement à l'environnement, par intrinsèque. Alors, il se peut qu'il y ait l'environnement, mais mécaniquement, ça ne va pas être le plus fréquent. Voilà. Voilà. C'est une question de fréquence. Voilà. Si je prends celle-ci, celle que vous démontrez dans votre PowerPoint, les dimères de thymine, par exemple, c'est bien lié à l'environnement. Non, mais attendez. Que la cause de la mutation soit environnementale, rayonnement, chimie, tout ce que... On est d'accord. Mais son effet, je comprenais votre question à travers est-ce que c'est le filtre environnemental qui permet à une mutation de se fixer dans une population. Là, c'est une autre question, c'est-à-dire la cause c'est n'importe quoi, hein, l'environnement, la mécanique, les chocs, les ultrasons, les rayonnements cosmiques, les métaux lourds, les pathogènes, tout ce que vous voulez. Mais ça crée des mutations. Alors, elles ne sont pas totalement au hasard, parce que certaines paires de bases sont plus mutables que d'autres. Enfin, il y a plein de trucs, ce n'est pas complètement homogène. Mais par contre, ça n'est pas ce qui fait que toutes ces mutations s'accumulent. Parmi toutes les mutations qui s'accumulent, le message qui est le mien, c'est qu'il y en a peu qui sont liées à un avantage immédiat conféré à l'individu ou à l'espèce, parce que, je sais pas, elle est capable de résister à une température plus grande ou pas. Il y a tellement d'autres causes que ça va être un peu l'épingle dans la botte de foin. Oui, encore. Rebonsoir, désolé. Non, pas de, je suis là pour ça. Je vais poser une question. Encore 10 millions d'années devant moi, donc c'est bon. Je vais reposer une question. J'ai peur de la formuler de façon indélicate, donc je prie à tout le monde d'essayer d'avoir les oreilles bienveillantes. Concernant le fait qu'il y a une sorte d'assistance médicale au niveau des naissances qui n'auraient pas dû survivre, entre guillemets, et le fait qu'on aide aussi des couples non stériles, est-ce que vous pensez que ça peut avoir une incidence parce que on nous a revendu l'histoire de la sélection comme vous l'avez dit tout à l'heure, naturelle, qui fait que les plus... voilà, par rapport à ça, est-ce que vous avez une opinion? Oui, j'en ai une, bien entendu. Le généticien des populations est à la base un statisticien. Et comme je vous ai dit, nous sommes 7 milliards sur la planète. Et si vous avez des phénomènes dont la fréquence est de l'ordre de 1 pour 1 million, ou 1 pour 10 millions, ou même 1 pour 100 000, et qui effectivement font que certains génotypes n'auraient pas dû survivre et survivre, c'est une goutte d'eau dans l'océan, ça ne change absolument rien à la destinée de l'espèce. Ça change beaucoup pour la vie des gens, c'est sûr et certain. Mais non, c'est pas une vraie question en termes d'évolution de l'espèce. Voilà. Bon, eh ben, écoutez, une toute petite dernière. J'ai la pression, parce que c'est la dernière question, si c'est chiant. Ouais. Ça vient juste de me traverser l'esprit, et donc ça risque d'être très mal formulé.
par rapport à la protection des données personnelles et les tests génétiques apparemment qu'on peut faire pour savoir ses origines génétiques. Voilà, quels sont les risques par rapport à ces données qui peuvent être transmises à moi, je pense que, si vous voulez, moi, je ne suis pas sur Facebook, j'évite d'interagir avec Google, je suis dans aucun système machin, et si on me proposait de faire un test ADN, je refuserais, à moins d'y être contraint par le juge. Donc, tout à fait, mais apparemment, on peut quand même être... Enfin, ces données, on n'est jamais apparemment sûr à 100% d'être protégé, enfin, comme dans la vie. Par contre, je peux rebondir un peu sur la question de connaître ses origines. C'est un peu survendu le truc. Parce que quand on connaît l'histoire des migrations, par exemple en Europe occidentale depuis 7000 ans, dire à quelqu'un vous êtes 65% irlandais, 15% catalan et 8% auvergnat, c'est un peu survendu. Voilà. Il y en a qui font leur business là. On peut trouver des choses, hein, mais c'est à prendre avec beaucoup de pincettes parce que justement, dans l'histoire des populations européennes, il n'y en a quasiment aucune qui a été isolée. Et si vous prenez par exemple l'isola linguistique basque, quand on regarde la génétique associée, alors on s'aperçoit qu'effectivement les Basques, ils étaient là avant l'arrivée des agriculteurs. Hein, avant ils sont là depuis Cro-Magnon, on va dire. Eh bien, quand on regarde, donc ils avaient des petites différences génétiques avec ceux qui sont arrivés de l'Est, et quand on regarde la population bascophone, on la voit, et on voit dans toute la péninsule ibérique et même en France, on voit un gradient de dilution des gènes basques ou des gènes ibériques, si vous voulez, donc il y a une espèce de clean, donc les gens, qu'est-ce qu'ils sont ? Ils sont un peu de tout. Hein, voilà, et puis il y a du métissage, et ça, c'est vraiment une réalité. Donc c'est survendu, ces histoires d'origine. Pour que ça marche, il faudrait que les populations d'origine aient été isolées pendant longtemps, chacune, mais vraiment isolées, pour qu'on puisse dire ceci, cela. Alors, de temps en temps, on peut dire des trucs. Avec l'histoire avec le chromosome Y, on peut retracer des histoires de migration, etc. Mais c'est jamais qu'un bout de chromosome. Pour tout le reste, on est très brassé. Alors j'en profite. Voilà, j'ai oublié le transparent. Normalement, et puis je terminerai là-dessus, à cette conférence, on est censé avoir écrit des bouquins dont on fait la pub pour qu'ils soient vendus par Soramps à la sortie. Moi, je souhaite longue vie à la bibliothèque Soramps, à la librairie Soramps. Je trouve que ça serait vraiment un drame s'il venait à disparaître. Donc, je vous engage, plutôt que de commander sur Amazon, de prendre vos pieds et d'aller chez Soramps. Ceci dit, donc, je n'ai pas de bouquin chez Soramps, ni d'action chez Soramps. Mais je participe à une revue qui s'appelle Espèces, au pluriel, qui est très bien faite. Un certain nombre de personnes y écrivent, et qui aborde, en gros, une grande partie des sujets de ce que je vous ai présenté ce soir. C'est d'un très bon niveau. Il y a un comité de lecture féroce, et donc je vous engage à, si vous voulez continuer sur ce genre de choses, à vous abonner ou acheter en kiosque la revue Espèces. Voilà. Bravo.